Bonjour, je m'appelle Jacques Boly. J'ai adhéré à la Libre Pensée 87 début 2018 et je vous ai préparé cette petite vidéo. Ah oui, je fais appel de temps en temps à un personnage, alors pour le remercier, j'ai nommé ces chroniques les chroniques du perspicace. Alors, on me dit souvent, au fait, toi qui étais informaticien, tu vas pouvoir nous aider. Là, je sais ce qu'ils ont derrière la tête. Internet, Facebook, tu vas nous faire un site, une page, pour avoir plein de nouveaux adhérents, et des jeunes surtout. Et plein de followers, faire la buse. Plutôt le buzz. Eh non, ça ne marche pas comme ça. Moi je leur dis, commençons à gagner en efficacité en devenant plus collaboratifs. Le site, on verra après. Si je me laisse faire, je vais y passer mes nuits. Petit à petit, je me suis intégré. Je suis venu aux réunions. En général, au début, c'est cool. Mais parfois, on ne se comprend pas. Ou bien, on parle tous en même temps. Il nous faudrait un bâton de parole. Ah, le perspicace, oui, qu'est-ce que vous en pensez? Il n'a pas l'air de... Ah non, ce bâton de parole-là, il ne marche pas très bien. Ah oui, on devrait... Oui, oui, celui-là, il a l'air plus efficace. Bon alors, il y a les grandes réunions, par exemple les AG. Parfois, le ton monte. Mais pas toujours jusque-là. Quoique, à l'AG de février 2019, on a failli en venir aux mains. Il y a eu un moment particulièrement violent. Vous en pensez quoi, perspicace? Oui, c'était l'irruption d'une actualité violente, les gilets jaunes, qui venait heurter de plein fouet le GPS intellectuel de chacun. Oui, vous voulez dire le système de référence, quoi, la chose qui fait tout ce qui fait qu'on comprend plus ou moins bien le monde, quoi. C'était tellement déstabilisant que le cerveau disjoncte est pas en mode survie. Les communications sont coupées avec le néocortex. Le cerveau ne raisonne plus, il raisonne. C'est le cerveau reptilien qui prend les commandes. Bien qu'il ne soit pas fait pour cela, le cerveau est l'organe que nous utilisons pour penser. Se pencher un peu sur son fonctionnement ne peut que nous aider à mieux nous comprendre. Je vous parlerai des travaux d'Henri Laborie et d'autres. Mais ce sera dans l'épisode numéro 2. Donc, et puis il y a aussi les réunions ordinaires du bureau, du conseil d'administration, puisque maintenant on a un conseil d'administration, du comité de rédaction. Nous avons environ 2 réunions par mois. Mais à chaque fois, ça dure, ça dure, ça dure. Faut dire que d'aussi gros sujets à faire entrer dans un si petit espace-temps. Et oui, perspicace a raison, ça ne rentre pas. Il y a qu'à faire notre réunion, oui, perspicace, mais vous allez voir. Eh oui, dès qu'on sort les agendas, non, c'est pas simple. On a une salle que l'on loue à la mairie, et autrefois on la louait un mercredi sur 2. Et depuis le printemps, on la loue tous les mercredis de 17h à 20h. Eh bien, autrefois, on faisait à peu près 2 réunions par mois. Et bien, depuis qu'on la loue tous les mercredis, on fait 2 réunions par mois, parce qu'en fait, on n'arrive pas à organiser plus de réunions. Et en dehors des réunions, chacun est dans son coin avec son ordinateur, ses fichiers rangés, chacun comme il veut. Et on communique par mail. Alors là, les échanges de mails, ça y va, hein, ça marche. On rédige des documents qu'on s'envoie par mail. On reçoit les documents.
chacun les range comme il peut, à son rythme. Hein, et ces documents, on peut aussi les corriger, les compléter, puis se les renvoyer par mail. Ah, vous voyez comment ça se corse, hein, parce qu'on se retrouve avec plein de versions différentes. C'est l'obésité des boîtes mail, et pour retrouver un truc, en fait ça déborde, ça devient vraiment compliqué, quoi. Surtout que chacun a dans ses fichiers le texte de Jean qu'il avait reçu, puis le texte de Jean modifié par Paul, le texte de Jean modifié par Chantal, le texte de Jean modifié par Suzanne, le texte de Jean modifié par Chantal puis par Maurice, etc., etc., etc. Et oui, dans un mail, quelqu'un avait parlé d'un truc, c'était bien, mais c'est où? Alors, perspicace, votre avis? Ah, vous comprenez mieux pourquoi ils perdent du temps, hein? Ah oui, c'est sûr, c'est les boîtes mail. Et vous dites, il y a peut-être aussi la clepsydre qui a des fuites. Ah, vous voulez dire, oui, le continuum spatio-temporel, c'est en fait, vous dites, il n'est pas étanche, il y a du temps qui s'évapore, quoi. Ah bah oui, on dirait bien qu'il y a du temps qui s'évapore. Donc, en dehors du téléphone et de la rencontre physique, vous avez raison, l'outil principal de communication entre les membres, c'est la boîte mail. Un petit quiz au passage. En France, à quoi doit-on les boîtes mail? Tout le monde dit ou pense à l'arrivée d'Internet. L'arrivée d'Internet, c'est 1993 et les débuts réels en France, c'est 2001. Eh bien non, on ne doit pas les boîtes mail à l'arrivée d'Internet. À partir d'un certain âge, vous allez le reconnaître. Eh oui, les Minitel, c'était quand? Eh bien en 1981, c'était la première expérience, 2500 Minitel à Vélizy, et il se trouve que j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe qui dirigeait cette expérience. Et puis en 1990, 4 500 000 Minitel en service en France, chez le grand public. Assez perspicace, 1981, ça nous rappelle quelque chose. Ah oui, mais vous avez raison, bonsoir madame, bonsoir, c'était pas lui, hein. Non, c'était avant. Eh bien, ça fait un bail tout ça. Ça ne nous rajeunit pas, oui, comme nous dit H. Canonix. Il est passé de l'eau sous les... Vous n'auriez pas un petit défaut de prononciation, perspicace? Oui, alors 1975, c'est l'apparition des PC. C'est la création de Microsoft. 1990, c'est l'ouverture d'Internet au grand public. Et je rappelle, 1993, c'est l'arrivée d'Internet en France. 1998, c'est la création de Google. Et ça ne va ne faire que s'accélérer. Et maintenant, on se retrouve avec les GAFAM. Les GAFAM, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Ils se goinfrent et ils jubilent. Alors, quelques notions de base pour savoir de quoi nous parlons. Chez vous, vous avez votre système d'exploitation installé sur votre ordinateur. C'est Microsoft, c'est Apple pour certains. Pour d'autres, ça pourrait aussi être Linux. Linux qui est un système d'exploitation du monde libre. Vous avez votre navigateur pour aller sur Internet, Chrome, Internet Explorer. Mais ça peut aussi être Firefox, le navigateur du monde libre. Et avec Internet, vous vous connectez à un fournisseur d'accès tout d'abord. En général, c'est Orange, Bouygues, c'est la personne qui vous a fourni la box avec laquelle vous allez sur Internet. Mais ça pourrait être aussi fait maison,
ou ARN. ARN, c'est Alsace Réseau Neutre. Ce sont des fournisseurs d'accès Internet du monde libre. Vous utilisez un ou des moteurs de recherche. C'est Google, Yahoo, mais ça pourrait aussi être Qwant ou Ecosia, qui sont des moteurs de recherche du monde libre. Ou vous adressez à un ou des fournisseurs de services, Gmail, Facebook. Oui, d'ailleurs, Facebook, je l'ai écrit d'une façon un peu particulière, parce que chaque fois que j'écris Facebook, comme il doit être écrit normalement, et bien à chaque fois, le correcteur d'orthographe me le souligne pour me dire vous avez fait une faute, et moi, ça me stresse. Donc j'ai décidé d'écrire Facebook autrement. Mais les fournisseurs d'accès, ça peut aussi être des framatrucs, on va en parler dans la suite. Et chez qui vous avez créé un compte, donc vous avez une petite partie de vos données qui sont chez ce fournisseur d'accès. Oui, alors je voudrais vous dire, rassurez-vous quand même, il n'y a pas besoin de faire tout ça et de tout changer pour commencer à sortir du monde des GAFAM. Hein, par exemple, il y a des choses un peu compliquées comme changer votre système d'exploitation. C'est pas maintenant que vous allez vous lancer là-dedans. Par contre, vous pouvez très bien et très facilement, plutôt que d'utiliser Google ou Yahoo pour faire des recherches, utiliser les moteurs du monde libre, c'est-à-dire Qwant ou Ecosia. Hein, et puis, utiliser des produits, non plus les boîtes mail de Gmail, Facebook, etc., le Doodle, quand vous voulez fixer une réunion, mais plutôt passer par les solutions que propose le monde libre. Donc il n'y a pas tout à révolutionner, il ne faut pas tout faire absolument. Une chose qu'on fait probablement en dernier, quand on a suffisamment progressé, c'est d'envisager de changer de fournisseur d'accès pour passer par les fournisseurs du monde libre. Mais ça, c'est vraiment des choses qui seront envisageables beaucoup plus tard. Vous pouvez commencer dès maintenant et de façon très légère, en changeant de navigateur, en changeant de moteur de recherche. C'est déjà un premier pas important fait sur ce chemin-là. Alors comment ça marche dans ce monde des GAFAM? Donc chez vous, vous avez Microsoft, vous avez Chrome par exemple, votre fournisseur d'accès c'est Orange, Bouygues, vous passez par Google pour faire vos recherches, vous avez des fournisseurs de services, hein, Facebook, Gmail, Doodle, qui est un service de Google. Ce que vous voyez, vous posez une question et vous recevez la réponse. Mais il y a aussi ce que vous ne voyez pas. C'est-à-dire qu'avec la réponse arrive aussi leurs questions et repartent les données qu'ils vous ont volées. Ils viennent directement chercher dans vos fichiers les données qu'ils vous volent et qu'ils revendent. Et dans le monde du libre, donc chez vous, vous êtes sous Linux, vous utilisez Firefox, vous vous connectez chez Fait Maison, vous utilisez Qwant comme moteur de recherche, et puis vous utilisez les services des framatrucs. Il y a ce que vous voyez, votre question et la réponse qui vient s'afficher sur votre écran. Et il ne se passe que ce que vous voyez. Ils ne viennent pas vous voler des informations pour les revendre ensuite. Et puis les logiciels du monde libre font en sorte de bloquer les questions. Si vous passez par un fournisseur d'accès du monde libre, lui va bloquer toutes les requêtes qui vous concernent. Pour la France, une étude des chiffres de 2017 montre le hold-up permanent de ces GAFAM. Google a déclaré 325 millions de chiffre d'affaires, alors que le seul marché de la publicité sur les moteurs de recherche est, en France, de 2 milliards d'euros. Et il est dominé à 90% par Google. Ça fait à peu près 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Apple a déclaré 800 millions de chiffre d'affaires, alors que le CA, hors vente de services, est estimé à 3,9 milliards. Facebook a déclaré 56 millions de chiffre d'affaires, alors que son CA est estimé entre 850 et 950 millions d'euros.
Amazon a déclaré environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires au lieu de 70 millions. Et Microsoft, lui, ne publie aucun chiffre. C'est du pillage en bande organisée. Mais les travaux forcés, ben, c'est toujours pour nous. Et en termes d'impôts, pour la France, Google a payé 14 millions d'impôts. Apple a payé 19,1 millions pour ses 2 filiales. Facebook a payé 1,9 million d'impôts. Amazon a payé 0,3 million d'impôts. Et Microsoft ne publie aucun chiffre. Et les négociations que Microsoft a avec Bercy sont du domaine du confidentiel, pour ne pas dire du secret des affaires. Si tout leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices avaient été déclarés en France, c'est 623 millions d'euros d'impôts qu'ils auraient dû payer au lieu de 36 millions, c'est-à-dire en gros 20 fois plus. Et qu'est-ce qu'il nous dit celui-là? Qui va faire une taxe sur les GAFAM? Laissez-moi rigoler. Ah oui, il a pris son pistolet à bouchon quand il s'attaque au GAFAM, le LBD, c'est pour les opposants. Et oui, vous avez raison, perspicace, avec celui-là, je ne sais pas grogner. Excusez-moi, monsieur Manu Jequid, je crois qu'on vous demande. Taxer les entreprises américaines, il se prend pour qui, le gamin? Ouais, c'était pour de faux, j'ai dit ça pour les tromper. Bon, assez plaisanté. Revenons aux choses sérieuses. Et c'est pareil pour les autres. Hein. Twitter, chiffre d'affaires d'environ 70 millions d'euros, impôt 0,3 millions. Netflix, chiffre d'affaires d'environ 315 millions d'euros, impôt 0 euros. Uber, c'est à peu près 60 000 entreprises qui font un chiffre d'affaires de 20 000 euros. En gros, c'est 1,2 milliard de chiffre d'affaires et l'impôt, c'est 1,4 million. La domiciliation des sièges sociaux de ces opérateurs, c'est généralement dans le Delaware, aux États-Unis, et ça rassemble des copies de toutes nos données qui sont donc accessibles à la NSA sur simple demande en application du Terrorist Act. Oui, le Terrorist Act dans le Delaware, la NSA dit « Nous pensons qu'il se pourrait que certains de vos clients seraient en rapport avec des gens qui pourraient peut-être être des terroristes. Et donc, donnez-nous tout votre fichier client. Certains sont soupçonnés, mais vous êtes tenu de leur fournir la totalité de votre fichier client. » Alors le Delaware, sur une carte des États-Unis, c'est un petit état de la côte Est, enfin il n'est pas vraiment directement sur la mer. Il a une toute petite frontière maritime, mais c'est un état qui est un paradis fiscal et puis un paradis législatif pour la NSA. Et les nouvelles lois sur les fake news en France, pour lutter contre la violence sur Internet, donnent en réalité un pouvoir de police aux opérateurs. C'est ainsi que le compte WhatsApp que Podemos utilisait pour communiquer avec ses militants a été suspendu par Facebook le 22 avril, soit 6 jours avant le scrutin. Et il s'en est suivi une discussion oiseuse sur la légitimité, etc. En France, un militant écolo a vu son compte Facebook bloqué pour pratique contraire aux conditions générales d'utilisation. Et pour lui débloquer son compte, Facebook lui a proposé tout simplement d'identifier les gens figurant sur les photos qu'il avait publiées sur Facebook, entre autres des gens pendant des manifestations écologistes. Voilà, on lui demande de dénoncer, de donner les noms, etc. Bien sûr, ensuite, ça s'est résolu parce qu'il a insisté et ils ont fini par débloquer son compte. N'ayons aucun doute, si un jour nos messages et publications mettaient en danger le système de dominance, ils fermeront nos comptes sans aucun scrupule et qu'ils ont déjà récupéré le maximum d'informations sur les gens avec qui nous sommes en contact.
avec Framasoft. Dégooglisons Internet. Hein, les géants du web centralisent nos vies numériques en échange de leurs services. Les communautés du logiciel libre offrent des services alternatifs éthiques et le réseau Framasoft souhaite le démontrer en les émergeant. Et moi je vais jusqu'à dire, non pas dégooglisons, mais dégafamisons. Ne pas rejoindre le monde du libre, c'est être complice des GAFAM. Alors, une raison plus positive quand même pour gagner le monde du libre, c'est qu'en 1980, un programmeur d'une université américaine, Richard Stallman, se heurte au refus d'un fournisseur de le laisser accéder au code source du pilote d'une imprimante. C'est le point de départ du mouvement du logiciel libre. Les programmes développés, les améliorations apportées sont libres de droit à condition de nommer les différents auteurs et de rendre libre le résultat obtenu et de ne pas en tirer de profit financier sauf accord préalable des différents contributeurs. Des centaines et des centaines d'informaticiens très compétents se sont engagés dans ce mouvement partout dans le monde et donc en France. Vous pouvez en croiser sur des réseaux sociaux, bien que Facebook ne soit pas leur territoire habituel. Entre eux, ils se nomment souvent les gentils-virus. Si vous croisez des gentils-virus sur des réseaux sociaux, à tous les coups, ce sont des informaticiens du monde du libre. Ils développent ou adaptent des applications, les maintiennent, administrent les sites, aident les utilisateurs bénévolement. Ils ne demandent qu'un peu de respect, même si vous vous heurtez à un bug gênant. Et plus concrètement, je veux me créer un compte sur Framasite pour tester leur gestionnaire de site internet, puisque maintenant ils en ont mis un à disposition. Ma connexion internet est interrompue, le processus n'aboutit pas, mais mon adresse mail est grillée. Internet revient, je recommence avec une autre de mes adresses mail, mais je fais une faute de frappe. J'ai créé un compte, mais l'adresse mail est fausse. Le 3 septembre à 4h17, j'envoie un message à Framasoft expliquant mes problèmes. Le 3 septembre à 10h51, je reçois un mail d'un administrateur qui m'indique qu'il a corrigé l'erreur dans mon adresse mail et que mon compte est opérationnel et qu'il m'a renvoyé un lien de validation pour le premier compte et qu'il ne me reste plus qu'à cliquer sur ce lien pour activer le compte. Je considère qu'il n'avait pas à prendre en compte mon message avant 9h du matin. 4h17, oui, moi je me lève très tôt, mais ils ne sont pas obligés de faire. Ils ont donc résolu mon problème en moins de 2 heures, alors que j'utilise gratuitement leur service. Donc, on va choisir les services. Ah, Perspicace. Ah, c'est vous qui avez choisi les services pour nous? Ah d'accord, ça va gagner du temps. Donc des fournisseurs qui nous donneront accès à leurs ressources, qui hébergeront nos fichiers et nos données, et qui géreront pour nous l'implantation des fichiers. On en aura plusieurs. Au début, oui, ça ne sera pas regroupé Perspicace, mais vous avez raison, pour commencer, c'est transparent, on s'en fiche un peu, quoi. Et puis après, on mettra... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? On mettra tout chez un chaton. Oui, vous avez dit, et puis après, on mettra tout chez un chaton. Bon, on verra ça tout à l'heure. Hein. Alors, la première chose que je vous propose de changer, c'est de sortir du piège des boîtes mail. Hein, chacun viendra se connecter à l'heure qui lui convient. Donc, pas forcément tous en même temps. Hein. Les messages et les documents sont stockés dans le serveur, donc on accède toujours à une version à jour des dernières modifications ou des derniers commentaires ou des derniers compléments. Avec des textes partagés, on aura des dossiers contenant des documents partagés que chacun peut modifier au moment qui lui convient. On peut même mettre plusieurs en même temps à modifier le même document. Et puis on aura aussi des tableurs, par exemple, pour faire un calendrier, pour faire des plannings, et même
pour faire des calculs. La deuxième cause de perte d'efficacité, c'est notre gestion du temps. C'est très difficile de se retrouver ensemble au même endroit et à la même heure, et même en s'affranchissant de la contrainte du lieu, en faisant des réunions par téléphone, les moments où l'on peut tous être en même temps sont très rares. Individuellement, de quelques minutes par jour à quelques heures par semaine, c'est beaucoup plus facile de trouver un peu de temps chez soi, à l'heure qui nous convient, pour participer à une œuvre collective. Pour un groupe, les moments d'échange et de convivialité sont extrêmement importants. Gardons les rares moments où nous pouvons être ensemble pour cela, pas pour régler ce qui aurait pu se faire juste en communiquant de façon plus efficace. Alors, pour changer notre rapport au temps, je vous propose d'utiliser un outil de communication collaborative. C'est-à-dire que chacun vient se connecter à l'heure qui lui convient. Et le perspicaz va nous emmener dans l'imaginaire pour nous expliquer de quoi il s'agit. C'est par là. On vous suit. Bienvenue dans le monde des forums collaboratifs. Imaginez un bâtiment. Et dans ce bâtiment, des salles de réunion, où chacun peut venir quand il veut, il passe, avec des tableaux d'affichage, et il y a un tableau par sujet de conversation, et ça, dans chaque salle de réunion. Dessus, on affiche des messages, et les camarades viennent y joindre leurs réponses ou leurs remarques. La conversation est visible par tous dans son ensemble. Et on peut même voter, par exemple en mettant des pouces en l'air ou des pouces en bas, ou bien simplement signaler qu'on en a pris connaissance. Cette façon de communiquer, ça change quoi? Pour des choses concrètes. C'est très pratique pour organiser quelque chose, une réunion, une conférence, un colloque. Se coordonner, se répartir les rôles, qui réserve la salle, qui s'occupe de la déco, qui va distribuer les flyers, etc. Tout en gardant l'organisation ouverte à ceux qui viennent d'arriver et ont peut-être besoin d'un peu plus de temps pour s'impliquer plus. Après l'événement, notez ses remarques, les leçons à tirer, les choses à améliorer, les erreurs à ne pas refaire. Et tout ça reste très facilement accessible au même endroit, sans avoir besoin de faire des fouilles archéologiques dans les profondeurs des boîtes mail. Alors, pour des choses plus abstraites, ça fait passer à une communication écrite, donc moins sujette au parasitage inconscient. C'est déjà vrai dans un échange d'idées en tête-à-tête. D'abord, le cerveau archaïque de chacun veille, au cas où. Et dans la tête, chacun a des archivistes qui font jaillir du fond de la mémoire des souvenirs, bons ou mauvais. Et ça peut se déclencher sur à peu près n'importe quoi. Un son, une odeur, une ambiance, un lieu, etc. Et ça peut être bon ou mauvais, et ça peut complètement fausser la communication. Et puis il y a aussi l'idée que chacun se fait de l'autre, qui joue énormément. Et les mots qui n'ont pas le même sens pour tous, parce que derrière chaque mot, il y a tout un vécu d'accroché. Et puis, bien sûr, il y a toujours en arrière-plan la recherche de la dominance. Mais c'est encore plus vrai lors d'un débat à plusieurs. Mais ça, on a déjà parlé, ce sera dans l'épisode numéro 2. Et puis, on parlera aussi des zèbres. Ah mais non, pas ceux-là, les surdoués, ceux qui ont un cerveau qui ne marche pas comme celui de tout le monde. On
parlera de l'intuition, de la créativité. Bref, de ce qui semble en rapport avec la glie, la matière blanche du cerveau, la partie non neuronale. Mais nous allons aussi nous intéresser au temps, le temps de l'éclosion des idées, le temps de la maturation des arguments, le temps nécessaire pour remplacer l'affrontement des personnes par la confrontation féconde des idées. Et c'est ça qui nous permettra d'arriver au temps de la réflexion collective. Mais là, ce sera dans l'épisode numéro 3. Une avant-dernière chose. Vous nous aviez parlé des chatons perspicaces. Alors, ceux qui connaissent le symbole de l'anarcho-syndicalisme, non, c'est pas de ce chaton-là dont il s'agit. Non, celui-là non plus. Les chatons, les voilà. Alors en fait, les chatons, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Oui, ça c'est les antivirus, les gens du monde du logiciel libre, ils aiment bien faire ce genre de blagues et toujours donner des appellations qui ont en fait une signification. Donc les chatons, ce sont collectifs des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Et ce sont en général des associations qui vous mettent des ressources à disposition, qui hébergent vos applications, vos sites internet, etc. Et on est dans le monde libre, c'est-à-dire que là-dessus, il n'y a aucune capture de données, il n'y a aucun vol, c'est vraiment la philosophie du monde libre. Lorsque vous souhaiterez regrouper vos différentes ressources, Framasoft vous aide à les regrouper et à les intégrer chez un chaton ou bien sur votre ordinateur si vous préférez être autonome et être relié directement. Et ça, c'est un petit peu compliqué. Alors, en guise de conclusion, rappelez-vous, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Changer de navigateur ou de moteur de recherche, c'est une décision individuelle que chacun peut prendre indépendamment des autres. Utiliser un tableur ou un traitement de texte partagé, il suffit d'être quelques-unes ou quelques-uns. Par contre, utiliser des outils de communication collaborative pour gagner en efficacité au sein d'un groupe, cela nécessite la participation de chacun des membres du groupe. Ce n'est pas forcément facile, mais croyez-moi, c'est tellement plus efficace que cela vaut la peine de s'y mettre. Vous êtes prêtes? Vous êtes prêts? Alors, le perspicace va nous emmener en visite. Tiens, Sénèque, vous vouliez ajouter quelque chose? Vous vouliez juste nous dire, ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile. Eh bien, Monsieur Sénèque, ça c'est une très belle devise. Moi je propose qu'on en fasse la devise de notre projet. Libérons la pensée. Bien. Puisque le perspicace nous invite à une visite, je vais l'aider à faire cette visite. Voilà, donc j'ai affiché mon navigateur Firefox et j'ai une page ouverte sur Framatime qui va me permettre, je vais en bas de la page, et ici j'ai deux parties, une partie connexion, une partie créer un compte. Alors vous, la première fois pour pouvoir y aller, il faudra créer un compte. Moi, mon compte est créé et il suffit que j'indique mon nom d'utilisateur et mon mot de passe et je peux me connecter. Voilà, je suis donc je suis connecté sur ce logiciel de communication collaborative qui fonctionne avec des équipes. Alors je vais vous montrer. Tout d'abord, ça c'est le nœud central. Il est constitué par des équipes au sens de Framatime. C'est l'outil proposé par Framasoft. Framasoft qui est présent ici dans le petit bandeau supérieur et sur lequel on peut trouver plein d'informations. Alors, ici, on va trouver des boutons. En fait,
ce sont les équipes auxquelles je peux avoir accès. Et une fois que je me suis connecté, pour changer d'équipe, il suffit de cliquer sur le bouton. Alors, pour une équipe, quelle qu'elle soit, l'espace de communication, donc ici on voit apparaître le nom de l'équipe auquel on est raccordé, sur lequel on est connecté. Son icône, j'explique dans les modes d'emploi comment créer son identifiant, son icône, donc ça c'est mon nom d'utilisateur. Ici c'est le menu principal, comme c'est affiché sur le côté. Et puis là vous avez les canaux. Donc les canaux, quand on crée une équipe, on hérite forcément du canal centre-ville, qui est le point sur lequel arrivent tous les nouveaux arrivants, et c'est le point central, hein, c'est la place du village, là où on va mettre les affiches pour dire ce qui se passe, et un canal hors sujet, qui est tout ce qui, on peut discuter de tout ce qui ne concerne pas l'objet de l'équipe, justement. Alors en fait, moi, je rajoute ce petit numéro, hein, ce numéro d'ordre, avant, parce que les canaux, qui sont des sujets de conversation, les canaux sont triés par ordre alphabétique. Et dès qu'on crée un nouveau canal, eh ben, on perturbe l'ordre dans l'ordre alphabétique, ce qui n'est pas forcément facilement maîtrisable. Raison pour laquelle moi je préfère mettre des numéros dans le début du nom. Comme ça, c'est moi qui maîtrise l'ordre dans lequel s'affichent les canaux. Et un nouveau canal, eh ben, il vient s'intégrer en fonction du numéro qu'on lui donne. Voilà, alors j'avais déjà créé un canal Pensée Libre 87 pour mes camarades qui font, je vais me mettre sur Centre-Ville, c'est plus sympa, qui participent à l'élaboration de la revue, un canal LP87 pour mettre un outil de communication aux mains des gens du bureau de la LP87 avec les réunions de bureau et de CA, avec un canal pour discuter de notre organisation, un canal dans lequel j'avais mis tous les modes d'emploi. En fait, ces modes d'emploi, je vais les déplacer pour qu'ils soient accessibles à tout le monde. Un canal où je parlais des règles d'utilisation de cet outil de communication. Et puis, une famille de canaux, les événements prochains. Donc, dans lequel on trouvait un canal ouvert pour chaque événement qu'on organise en tant que Libre Pensée 87. Et puis, un canal 6, tiens, je m'aperçois que je n'ai pas mis d'en tête, mais 6, ce sont les événements passés qu'on a organisés. Comme ça, il se trouve que tout ce qui a été prévu, organisé dans le cadre d'un 5 suivi, dans un canal qui s'appelle 5 suivi de la date et du nom du canal, hein, 29 et 30 juin, c'était le week-end organisé à Limoges avec l'Assemblée Générale extraordinaire le matin, l'après-midi de solidarité avec les migrants, le colloque, et puis le dimanche matin, la réunion interdépartementale. En fait, tout ce qui avait servi à l'organisation, il m'a suffi de remplacer le 5 par un 6 pour que ça bascule tout en restant trié dans l'ordre chronologique dans les événements passés. Et puis il y a ces deux cadeaux initiaux, je viens d'en ajouter deux. Le premier, je l'ai appelé Libérons la pensée. Et donc à ces canaux centre-ville et hors sujet, j'ai ajouté systématiquement un canal objectif organisation, OBJ/Orga, et puis un canal besoin d'aide. Donc dans objectif orga, je définis ce qu'on est censé faire avec ce canal, et en premier lieu, avec vous, ça sera d'abord apprendre à utiliser cet outil de communication, et puis ensuite, je vous mettrai à contribution pour vérifier mes modes d'emploi, pour m'aider en me donnant vos sentiments, pour me dire ce que je pourrais améliorer, pour me dire ce qui manque, etc. Et puis, peut-être aussi à réfléchir un peu de façon collective à comment organiser au mieux une fédération de libres penseurs d'un département, de façon à essayer de mettre au point progressivement des petits guides pour nos camarades qui seraient intéressés. Et puis, je rajoute systématiquement un canal, besoin d'aide. Le canal 99 hors sujet, c'est pour discuter de choses et d'autres.
98, besoin d'aide, il y a quelque chose qui vous bloque, vous n'arrivez pas à comprendre, vous n'arrivez pas à faire, eh bien, alertez-moi ou alertez aussi nos autres camarades qui peuvent aussi vous aider en posant votre problème, et puis celui qui aura la réponse pourra venir vous donner un coup de main. Et donc j'ai créé une 4e équipe que j'ai appelée Laïcité. Donc elle a elle aussi un espace de communication qui pour le moment elle-même, pour elle l'objectif c'est de mettre un outil à la disposition de ceux d'entre vous qui participent à la réaction de la revue Laïcité. Parce que je présume que, par exemple, si au niveau d'une fédération départementale, on organise des conférences, on organise des manifestations, on organise des débats, des choses comme ça justifie qu'on ait un canal par événement qu'on va organiser. Ça permet de centraliser toutes les questions, les réponses, etc. Par contre, pour éditer une revue, je pense que naturellement, on va avoir en particulier un canal associé à chaque numéro. Chaque numéro en préparation, chaque numéro à sortir, eh bien on va avoir des messages à s'échanger. L'intérêt aussi toujours là, c'est que tout ça va être historisé et qu'on pourra les conserver, puis on verra, enfin vous verrez ce que vous pouvez faire comme exploitation d'historique. Voilà. Alors, je pense, donc, chaque membre de l'équipe peut créer des canaux, il peut aussi inviter des membres, nouveaux utilisateurs. Pour le moment, je vous propose de ne pas utiliser directement ces possibilités pour ne le faire que de façon concertée. C'est la raison pour laquelle j'ai ajouté entre autres le canal objectifs et organisation. Pour discuter ensemble des objectifs, de toute façon, on s'organise. Pour ce qui est d'inviter des personnes à rejoindre l'équipe, d'une part, je n'en ai pas parlé dans le mode d'emploi, parce que c'est une tâche d'administration. Alors, j'écrirai un mode d'emploi de l'administration, mais je ferai ça un peu plus tard. Et puis aussi parce que pour le moment, le nombre d'équipiers est limité à 20 par équipe. Et les équipes risquent d'être rapidement complètes. Alors, donc, je rappelle, les boutons carrés, là, vous permettent de passer d'une équipe à l'autre très facilement. Alors, ces espaces partagés sont vraiment le point central pour être plus efficace au niveau des outils en n'utilisant plus les boîtes mail. Alors, j'ai aussi, comme outil complémentaire, j'ai aussi créé des dossiers de pads partagés. Les pads, ce sont des traitements de texte à accès partagé. Voilà, là je suis allé sur la page où j'ai mes dossiers. Et vous voyez, moi j'en ai plusieurs, mais j'ai par exemple le dossier des documents partagés de la Libre Pensée 87. Mais je viens de créer les dossiers des documents partagés de Libérons la Pensée. Et puis les dossiers des documents partagés de l'équipe Laïcité. Et bien sûr, ces dossiers, je vais les partager avec vous. Donc, à l'heure où je fais cette vidéo, je n'ai mis dans les dossiers que un seul exemple. Là, je vais l'ouvrir, voilà, dans le dossier Libérons la Pensée. Vous voyez, il y a un exemple de document préparatoire pour bureau. C'est pour vous donner, je vais vous le montrer rapidement. Voilà, j'ai ouvert ce document. Donc, ce document, on peut être plusieurs à le consulter et à le mettre à jour en même temps. Mais surtout, on peut le compléter et le mettre à jour à des moments différents dans la journée. Vous voyez, quelques exemples. Chaque utilisateur est représenté par une couleur, donc ça permet dans le corps du document de distinguer qui a écrit quoi. Et puis sur le côté, là on a ce qu'ils appellent un clavardage, c'est-à-dire un bavardage au clavier. Et ça permet de nous passer des messages, quand on vient, entre autres, à des heures différentes. Et moi je recommande de mettre la date parce que l'heure se met automatiquement. Donc si c'est des documents qui mettent un petit peu de temps, qui vivent un petit peu longtemps, il vaut mieux, quand on vient
de se signaler en disant ben, quel jour on est, parce que l'heure sera mise à côté, et ça permet de se donner des consignes, parce que le suivant qui vient, il peut relire tout ce qui s'est dit, tous ceux qui sont intervenus depuis la dernière fois qu'il est venu, et voir ce qu'ils ont mis dans cette colonne, hein, pour qu'ils se tiennent au courant, puis bien sûr, ils voient directement dans le texte qu'on est en train d'élaborer à plusieurs, ils voient les différentes interventions. Alors il y a aussi un élément qui est très intéressant, c'est que tout ça est historisé et on peut faire dérouler comme un film toute la construction du document depuis le début, où on voit qui est intervenu, à quel moment, et qu'est-ce qu'il a rajouté ou retiré du document. Alors, j'ai trouvé une petite vidéo, et je vous donnerai ailleurs le lien pour y aller. C'est un enseignant qui a résumé très très bien un peu les caractéristiques principales de l'utilisation de ces documents. Il y a un autre document, un autre type de document complémentaire qu'on utilise. En fait, c'est de partager des tableurs calques, hein, de Framacalc. Par contre, là, il n'y a pas besoin de se créer un compte. Mais par contre, chaque fois que l'on crée un tableur pour le partage, il faut noter son adresse internet pour le partager. Parce qu'il faut envoyer cette adresse à tous ceux avec qui vous voulez partager ce document. Alors moi, je recommande, dès qu'on crée un calque pour le partager, on note son adresse et on va l'inscrire quelque part dans l'équipe. On va créer le lien, c'est très facile, vous verrez. Comme ça, tous les équipiers, il leur suffit dans le forum de l'équipe de cliquer sur ce lien pour que ça ouvre un onglet avec le document. Je vais d'ailleurs vous montrer ce que ça donne. Je vais revenir. Ici, par exemple, dans centre-ville, on voit, en fait, j'ai deux identités, moi, sur ces sites. Je m'identifie comme Jacques Boly en tant qu'intervenant lambda, et puis comme admin, administrateur. Et quand je fais les actes d'administration, j'essaye de les faire sous le nom d'admin. C'est plus facile. Donc, j'ai créé un calendrier, qui est un tableur partagé, j'ai mis un lien. Donc, je vais cliquer sur ce lien, ça va ouvrir une fenêtre, ça va ouvrir un onglet. Voilà, l'onglet est en train de s'ouvrir, et on va arriver sur le tableur dans lequel j'ai mis le calendrier, sachant que chaque membre de l'équipe, en suivant ce lien, peut venir créer des événements, mettre son nom, indiquer s'il sera présent ou pas, etc. Ça, c'est très très facile pour s'organiser. Et il faut savoir qu'on peut être plusieurs à mettre à jour le tableau, et chacun, comme sur Framapad, chacun voit ce que les autres frappent en même temps. Par contre là, on n'a pas le petit clavardage. Alors je vais retourner centre-ville, et j'ai aussi créé pour la laïcité un planning, parce que je pense que pour sortir une revue, les plannings, ça peut être intéressant. Alors un planning, c'est simplement un calendrier qui est rangé dans l'autre sens, c'est-à-dire où les dates sont en abscisse, et puis les tâches ou les participants sont en ordonnée. Oui, c'est ça, perspicace. Allez, à la prochaine.